Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire qui a pour but de vous faire découvrir la version 6.5 de la Rohde & Schwarz Web Application Firewall. Je vous informe que cette présentation sera enregistrée. Voici l'ordre du jour. Nous allons découvrir la stratégie et l'aperçu des produits Rohde & Schwarz Cybersécurité. Ensuite, nous plongerons directement dans Web Application Firewall et les tendances du marché que nous constatons aujourd'hui. Nous allons ensuite découvrir vraiment en détail la nouvelle version 6.5 avec ses principales nouveautés, dont la supervision, exploitation, la gestion des faux positifs et la sécurité approfondie des API. Ensuite, vous aurez une démo en live avec un temps des questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à marquer bien vos questions que vous pourrez poser à la fin de cette présentation. Voilà les intervenants d'aujourd'hui. Donc, moi-même, Clara Deschevigny, responsable produit marketing, et je suis accompagnée par Maxime Gueulet, responsable avant-vente. Bonjour à tous. Donc, nous commençons tout de suite par la stratégie et l'aperçu des produits. Donc, après 18 ans d'existence, vous avez peut-être connu Denial, qui est donc officiellement devenu Rohde & Schwarz Cybersécurité. Je profite de ce changement de marque pour vous présenter notre stratégie. Nous avons un panoplie de produits Rohde & Schwarz Cybersécurité qui couvrent, mais en tout, et couvrent deux marchés clés. Les marchés réglementés, donc qui sont représentés à gauche, et les marchés d'entreprise, aussi bien les grandes que de moyenne taille. Nous avons donc décidé de concentrer nos efforts sur ces deux marchés en vraiment sélectionnant les produits les plus pertinents. Donc, sur le marché de haute sécurité, le scope principal est de sécuriser les communications aussi bien par les canaux que les terminaux. Donc, des postes de travail, des sécurités mobiles, etc. Et le marché d'entreprise, des moyennes et grandes tailles, se concentre principalement sur les applications et les données d'entreprise. Donc, c'est pour sécuriser vos applications et tous les échanges de données qui peuvent avoir lieu au sein de l'entreprise. Vous constatez au milieu que vous avez donc la sécurité de données. Et c'est un élément clé qui correspond bien aux deux marchés en question. Et c'est un sujet phare, surtout de nos jours, avec le développement du cloud computing qui est vraiment en vogue, et un besoin vraiment croissant des entreprises de prendre soin de leurs données. Vous avez donc ici représenté les 4 familles des produits que nous offrons à tous nos clients. Donc, les 3 carrés en haut représentent et correspondent mieux au marché réglementé. Donc, le réseau, la sécurité mobile et desktop security, donc sécurité des postes de travail. Et le carré en bas, c'est le portefeuille de produits sécurité applicative et cloud. Donc, la sécurité applicative, donc, sont les anciens produits Denial qui se développent toujours aujourd'hui et que comprend aussi bien les scanners de vulnérabilité, les pare-feux pour les applications web et qui ont pour but donc de prévenir les cyberattaques de manière proactive plutôt que réactive. Et pour tout vous dire, toutes nos solutions informatiques de sécurité ici présentes sont développées selon l'approche de sécurité par design, qui est l'approche vraiment l'ADN de Rohde & Schwarz Cybersécurité. Voilà notre portefeuille de sécurité applicative et cloud. Donc, elle permet de faciliter une expérience digitale sécurisée pour tous les utilisateurs, aussi bien pour l'organisation que pour ses partenaires, et couvrir tous les besoins des applications d'entreprise, les services web, les API, les applications collaboratives, par exemple webmail, les sites web, etc. Et cela aussi bien sur site que dans le cloud, dont notre nouveau nom de portefeuille, donc sécurité applicative et cloud. Donc ici même, vous voyez donc les 4 produits. Commençons par en haut à droite, vous avez donc la Web Application Firewall, notre WAF classique, qui est donc le WAF basé sur
Appliance ou VM, qui donc sera présenté aujourd'hui. Tout de suite en bas à droite, vous avez le Cloud Protector, c'est la version SaaS, donc Pare-Feu en tant que service, donc qui s'appelle Cloud Protector. Et ensuite, en bas à gauche, vous avez la solution détection de vulnérabilité, qui donc ensemble, quand c'est combiné avec la solution du WAF, crée vraiment une service complète et permet de détecter et patcher les vulnérabilités avant qu'ils soient exploités. Et enfin, tout en haut à gauche, vous avez notre nouveau produit qui s'appelle Trusted Gate, qui sera lancé sur le marché d'Europe du Sud prochainement. Trusted Gate protège les données dans les clouds en chiffrant et déchiffrant d'une manière transparente les documents pour les applications de collaboration telles que Microsoft SharePoint ou Office 365. Voilà pour le portefeuille en aperçu. Nous allons donc maintenant parler des tendances du marché, spécifiquement pour le marché du WAF. Nous constatons 3 tendances principales. La première, c'est la simplicité d'utilisation est une exigence sur le marché des pare-feux applicatifs web. Le temps est révolu et les entreprises ne disposent plus d'équipes d'ingénieurs formés pour administrer les consoles de gestion complexes, pour écrire des scripts et déjà des milliers de lignes d'alerte de sécurité. Rohde & Schwarz Web Application Firewall peut être utilisé d'une manière transparente, tant dans les activités quotidiennes des grandes entreprises que celles de PME où encore plus, elles disposent encore moins de main de manœuvre pour pouvoir administrer ce type de produit. Et donc, notre solution ne pèse pas sur les ressources. Ensuite, la deuxième tendance, les clients sont particulièrement sensibles en matière de sécurité, qui nécessitent de créer des cas d'utilisation de plus en plus sophistiqués et approfondis, et aussi qui correspondent mieux à leurs besoins spécifiques. Et avec notre produit, nous pouvons répondre par le mécanisme de notre workflow qui offre des combinaisons illimitées de cas d'utilisation. Donc, chaque client, chaque cas d'utilisation peut être créé avec notre solution WAF. Et enfin, le troisième constat, c'est un intérêt croissant pour l'approche DevOps, visant à réduire la friction d'organisation entre les devs, donc ceux qui sont chargés à faire évoluer les systèmes d'information, et les Ops, Operations, ceux qui sont chargés d'exploiter les applications existantes. Notre WAF 6.5, en particulier, répond aux besoins des administrateurs de pare-feu applicatifs et des équipes DevOps et offre une meilleure protection avec les temps de réponse plus rapides et une automatisation des déploiements et une optimisation de l'administration. Voilà, donc les 3 constats du marché sont bien évidemment couverts par notre produit. Voilà. Juste rapidement et en un coup d'œil, les points forts de notre produit Rohde & Schwarz Web Application Firewall. Tout d'abord, le produit était pionnier du WAF européen, donc encore dans les temps d'Inayol. Et donc, nous avons plus d'une décennie d'expérience dans la sécurité applicative. Nous gérons plus de 60 000 applications protégées par notre produit. Et cela pour plus de 600 clients dans 30 pays du monde, dans tout secteur d'activité. Nous sommes reconnus sur le marché par des analystes indépendants, tels que Gartner et Forrester, par exemple. Et nos équipes sont entièrement basées en Europe, les équipes R&D et tout le support technique est basé en Europe. Nos solutions de sécurité sont primées. Donc ici, vous voyez le tout dernier European Business Award qui nous a été offert dans la sécurité digitale pour la solution WAF. Et nous sommes également certifiés par ANSSI. Voilà pour le produit. Donc, en quoi consiste la nouvelle version 6.5 de notre WAF? Donc, la version 6.5 de Rohde & Schwarz Web Application Firewall permet aux clients existants de migrer vers une version complète
qui allie à la fois simplicité d'utilisation et sécurité. Donc, c'est une version stable destinée à être utilisée dans un environnement de production. Et pour vous dire, plus de 90% des clients Rodenshire Cybersécurité utilisent la version LTS, donc ça veut dire Long Time Support, pour donc réduire les risques, les dépenses et les interruptions des déploiements de logiciels. Voilà. Le 6.5 ETS garantit une période de maintenance du logiciel de moins de 3 ans. Donc, tous clients qui migrent vers une version 6.5 pourront désormais profiter aussi de cette durée supplémentaire sur le produit. Donc, cette innovation majeure regroupe plusieurs caractéristiques et notamment, nous avons une meilleure efficacité de la détection des attaques. Donc, Maxime vous en parlera davantage, mais ce qui est important à savoir, cette meilleure sécurité et protection est permise tout en évitant les faux positifs. Donc, l'administration est également améliorée. Vous avez aussi l'optimisation de la visualisation des tableaux de bord, une meilleure gestion des exceptions. Donc, les exceptions et sa gestion est désormais beaucoup plus précise. Donc, qui encore une fois permet donc plusieurs avantages. Une sécurité maximale, une facilité d'utilisation et enfin une réduction de coûts d'exploitation. Donc pour les clients, c'est tout bénéfique. Voilà. Donc je passe la main à Maxime maintenant qui va expliquer en détail toute la technologie qui est derrière cette nouvelle version et vous parler de chaque innovation en détail avec une démo qui suivra. À toi Maxime. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons parler maintenant sur la partie plus technique des nouveautés de la version 6.5. Donc, dans le préambule de cette version-là, donc comme Vera vous l'a précisé, donc c'est la nouvelle plateforme, la nouvelle version LTS qui vient de sortir fin mai. Donc, cette plateforme réunit le meilleur des deux mondes, que ce soit des solutions enseignement Denial ou enseignement Beware. Donc, on voit ici sur les frises, justement, les versions en haut en rouge, qui étaient les versions du produit qui historique s'appelait Airweb ou Esproxy, et en bas, le produit e-Suite venant de Beware, qui a fusionné depuis fin 2015 avec une version qui est LVS, qui était la 6.0, et qui aujourd'hui aboutit à la 6.5, en réunissant le meilleur des deux mondes. Donc, au niveau des principales nouveautés, donc on va être sur une liste non exhaustive. On ne va pas pouvoir lister durant ce webinaire l'intégralité des nouveautés du produit. Après, si vous souhaitez, on pourra très bien rééchanger par la suite avec vos interlocuteurs dédiés par rapport justement à de préciser plus en détail chacune des fonctionnalités. Donc ici, on a d'un point de vue sécurité, donc le meilleur des deux produits, la réunion de produits eSuite et Airweb avec les moteurs de sécurité ICX, qui est un moteur qui fonctionne en mode liste noire, la blacklist venant de Airweb, une scored list qui est un moteur d'analyse comportementale qui va permettre de calculer un poids sur chacun des paramètres au niveau d'une requête et en additionnant la somme de tous ces poids, si celle-ci dépasse la valeur de 1, considérez l'URL comme malveillante. On a également un moteur de normalisation qui va permettre, lui, de décoder les paramètres au niveau d'une requête. Si j'ai, par exemple, certains paramètres qui vont être encodés avec différentes techniques comme du base64, de l'hexadécimal, de le décoder pour les transmettre au moteur de sécurité pour faire une analyse plus approfondie. Donc, au niveau de ces moteurs, on va couvrir environ 80% des attaques. Ensuite, on va pouvoir soit faire des ajustements spécifiques au niveau de la sécurité ou rajouter des moteurs d'analyse qui vont être dédiés sur certains types d'attaques comme les injections SQL, les passes transversales, les injections de commandes et le cross-site scripting. En complément de ces moteurs, on a rajouté une technologie qu'on appelle la réputation utilisateur qui va permettre d'adapter la politique de sécurité en fonction du comportement de l'utilisateur sur la navigation à travers votre applicatif web. On va assigner un score de départ à l'utilisateur et ensuite on va le traquer tout au long de sa session. Et en fonction de son comportement, on va pondérer ce score. Par exemple, si je détecte une attaque, je vais diminuer son score de 10 points, de 20 points et ainsi de suite. Et en fonction de la valeur de ce score, déclencher des comportements différents
comme rajouter des moteurs de sécurité, le rediriger l'utilisateur vers un système de CAPTCHA, lui demander de s'authentifier et ainsi de suite, jusqu'à la fin de prendre éventuellement la décision, par exemple, de bannir l'utilisateur. On a également, donc, qui vient venir en renfort de la réputation utilisateur et des moteurs de sécurité, la réputation IP, qui est un partenariat avec la société Webroot, qui va permettre de créer une cartographie des adresses IP avec le niveau de réputation de l'adresse IP et des catégories de menaces potentielles liées à l'adresse IP. Par exemple, si l'adresse IP est associée à un réseau de type proxy, si c'est une machine qui fait de type scanner de vulnérabilité qu'il peut y avoir sur Internet, etc. On a également renforcé la sécurité côté web service. On avait déjà des mécanismes de sécurité côté fichier XML. On a développé les mêmes systèmes côté JSON. On va pouvoir manipuler des objets JSON, ajouter, supprimer, modifier des attributs JSON à la volée, réaliser une validation de schéma en se basant sur un schéma au format JSON, l'appliquer et le valider. On a également des composants de sécurité associés à la partie JSON qui peut être à la fois d'un point de vue sécurité, mais également pour s'interfacer avec des systèmes d'authentification de type OAuth avec les systèmes de JWT pour la calcul de tokens JSON et la partie JWS pour signer et chiffrer ces tokens pour assurer une sécurité des échanges qui sont effectués. Également, afin d'apporter une meilleure lisibilité au niveau du produit et des performances plus élevées sur la partie web service, on a créé une notion de profil XML et de profil JSON qui vont permettre d'appliquer ces profils uniquement sur les applications web que vous sélectionnez, non pas forcément sur la totalité en fonction du contexte. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des moteurs qui travaillaient principalement en mode liste noire, où par défaut on va autoriser le trafic et on va détecter les attaques qui passent sur ce trafic-là. On a un deuxième mode qu'on appelle la sitemap, qui va être une sécurité en mode liste blanche, avec la possibilité d'importer des fichiers de type Swagger ou des schémas JSON. D'un point de vue réseau, d'un point de vue connectivité, on a rajouté certains composants afin de pouvoir s'intégrer dans le plus d'architecture réseau possible, avec le support de HTTP2 entre l'utilisateur et notre solution Web Application Firewall, la gestion des VLAN, où entre l'équipement et votre cœur de réseau, on va pouvoir interfacer directement, taguer des paquets réseau pour faire véhiculer les tags de VLAN. On a introduit également une notion de cluster actif-actif. On avait le cluster actif-passif disponible dans les versions précédentes. Aujourd'hui, on est également capable de travailler en mode actif-actif. On a ensuite rajouté le pooling mode, qu'on appelle également le mode diode, qui va permettre de dire, au lieu d'avoir un équipement d'application firewall, je vais le segmenter en deux équipements, un qui sera porté sur une DMZ publique et le deuxième sur une zone interne. Et le WAF externe aura uniquement un accès à partir de l'utilisateur au niveau d'Internet. Il ne pourra pas accéder au réseau. Donc, toutes les requêtes qui vont lui arriver vont rester en attente dans une file d'attente et le WAF interne va régulièrement interroger le WAF externe pour pooler les requêtes et ensuite les traiter et fournir la réponse aux utilisateurs. Donc, au niveau de la dernière catégorie de nouvelles fonctionnalités, ça va être toute la partie administration et exploitation, où on a rajouté différents critères pour que tous les administrateurs de nos solutions puissent gagner en termes de réactivité et en termes de simplicité d'administration et de déploiement, avec le premier point qui est l'ajout d'un mode multi-administrateur, avec pour chacun des administrateurs des droits en écriture. Dans les versions précédentes, on pouvait être connecté uniquement avec un seul administrateur qui pouvait réaliser les modifications à un instant T. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs administrateurs connectés en même temps. On a également refondu l'intégralité des logs de sécurité afin d'apporter une meilleure lisibilité et également fournir le maximum de détails par rapport à une alerte de sécurité qui aurait été soulevée suite à une détection d'une attaque. La fusion Denial Beware a introduit de nombreux moteurs de sécurité, une fusion de plusieurs moteurs, ce qui fait que la gestion des exceptions était relativement compliquée entre une exception côté Square Enix, côté Blacklist, côté moteur SCX,
Et pour simplifier cette partie exception, on a créé des profils d'exception qui vont être globaux, quel que soit le moteur de sécurité qui aurait pu l'activer. On a également introduit une notion de replay de log de sécurité afin de pouvoir rejouer virtuellement les logs de sécurité pour vérifier, par exemple, si une exception que vous venez de créer passe bien aujourd'hui alors qu'elle était bloquée auparavant. On a rajouté des snapshots de configuration qui vont dire à chaque fois que je vais appliquer ma configuration, je vais créer un backup complet de la configuration pour pouvoir faire un retour arrière facilement en cas de problème. Dans le but de tout ce qui est DevSecOps, on a rajouté une API d'orchestration, une API d'automatisation en RESTful qui va permettre de faire des appels directement sur les équipements sans avoir à se connecter via AGI, sans d'interaction humaine. Afin de fournir la meilleure cartographie des attaques et de l'état de santé de nos équipements et de vos applications web, on a rajouté des nouveaux tableaux de bord avec une surcouche Kibana qui va fournir de nombreux graphiques et des formats additionnels qui vont pouvoir être beaucoup plus dynamiques que ce qui pouvait être auparavant. Et de ce fait, les logs de sécurité qui pouvaient être exportés dans les versions antérieures au format JSON, au format syslog, peuvent être aujourd'hui également exportés dans un format JSON. Donc, maintenant, on va se focaliser sur certains points, certaines fonctionnalités majeures. On ne va pas avoir le temps de détailler la totalité des fonctionnalités. Le premier point va être sur la partie supervision et exploitation avec les nouveaux dashboards que l'on peut créer. On va avoir tout d'abord avec l'installation de la solution une série de dashboards qui sont préconfigurés, qui ont été recensés par rapport à l'ensemble de nos clients, par rapport aux éléments les plus attendus. Et ensuite, vous allez pouvoir créer vos propres dashboards si vous le souhaitez, si ceux qui sont fournis de base ne respectent pas à 100% vos attentes. Pour pouvoir, au niveau des dashboards, on va avoir tout d'abord des dashboards de suivi de la performance, voir un état global de l'état de santé des équipements ou des machines virtuelles, un indicatif au niveau des performances réseau, le tout de façon élastique où les graphiques ne vont pas être figés, avec la possibilité en quelques clics de pouvoir zoomer sur certaines plages horaires au niveau des équipements, de créer des filtres à la volée afin d'optimiser les graphiques et le rendu des données. Donc, au niveau des dashboards, des tableaux de bord, vous pouvez intégralement les personnaliser. Vous pouvez spécifier de créer un nouveau tableau de bord, ajouter les vues que vous souhaitez au sein de ces tableaux de bord, ajuster la mise en page pour qu'elle reflète celle que vous souhaitez. Une fois que l'on a créé le tableau de bord que l'on souhaite, on va pouvoir enregistrer le résultat pour le stocker d'un point de vue Kibana et ensuite, au niveau de l'interface d'administration, pouvoir le réutiliser pour, par exemple, créer une tâche planifiée pour générer automatiquement des rapports liés à ces tableaux de bord. Au niveau des faux positifs, on a également amélioré le système où on a refondu l'ensemble des logs de sécurité. En regardant sur la droite de l'écran, on retrouve le contenu brut de la requête avec en rouge les motifs qui ont déclenché une attaque. Ensuite, sur la partie de gauche, on voit le détail de chacune des attaques qui ont matché, où ici, on voit que le moteur SCX a détecté des attaques dans plusieurs endroits, à la fois du path traversal, de l'injection de commandes, à ce niveau-là. En regardant le détail d'une attaque en spécifique, on voit le détail de tout ce qu'il y a dans le niveau de l'attaque et de ce qui a matché exactement, à savoir ici, dans cette attaque-là, on a matché un path traversal sur la variable post, et la motif qui a matché, c'est e/cmd.php. Ce qui va permettre d'identifier que si c'est un faux positif, de pouvoir identifier quel est le motif exact dans la requête qui a matché et de pouvoir créer une exception beaucoup plus facilement. Également, on a amélioré le système de résolution des faux positifs ou dans le cas où pour un événement de sécurité, j'ai possibilité de créer des exceptions sur l'ensemble des alertes de cet événement-là en un seul clic, ou la possibilité de vous laisser la main et de créer une résolution personnalisée où vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous souhaitez rajouter au niveau de l'exception.
Une fois que l'exception a été créée, bien entendu, avant de la mettre en production, vous allez avoir besoin de la tester pour vérifier est-ce que l'exception ainsi créée est bien débloquée. C'est-à-dire que le flux qui est généré va être débloqué. On a deux scénarios pour pouvoir le faire. Le premier, c'est de pouvoir rejouer directement la requête et de vérifier si elle passe ou pas. Sauf que dans de nombreux cas, on ne va pas pouvoir rejouer directement sur l'application une requête. On ne va pas avoir forcément les détails de l'intégralité de la requête. Donc, on va pouvoir utiliser un système de replay et rejouer virtuellement la requête au sein des moteurs de sécurité, au sein des profils d'exception, pour voir si celle-ci est maintenant exclue, autorisée ou pas. Donc, sur la capture de gauche, on voit que la requête est bloquée. Sur la capture de droite, on voit l'exception qui a été levée et que le flux est maintenant autorisé. Le dernier point de cette présentation, avant la partie démonstration, on va parler de la partie sécurité des API, où côté XML, on va pouvoir réaliser différents scénarios donc, de sécurité avec la manipulation d'objets XML, réaliser du chiffrement, déchiffrement de flux XML à la volée. Alors, à la volée, c'est-à-dire dans la continuité du flux, avec bien entendu le portage des clés de chiffrement au sein de notre solution ou sur un SSM dédié. La partie signature, validation de signature de flux XML et le parsing et la validation de schéma XML. Côté JSON, on a différents composants qu'on va pouvoir mettre en place, du JSON to table, afin de convertir un flux JSON sous forme de tableau pour pouvoir passer à un moteur de sécurité de type ICX pour analyser le contenu détaillé du JSON en mode liste noire, manipuler des objets JSON, faire de la validation de schéma et créer ou vérifier des tokens. L'ensemble de ces composants donc, peut être appliqués en mode liste noire et par-dessus, on peut également créer une liste blanche. La liste blanche, au niveau d'un web service, ça va être ce qu'on appelle une sitemap qui va définir la liste des chemins autorisés et pour chacun des chemins, les méthodes qui sont associées, get, put, delete, post et ainsi de suite. Et ensuite, sur chacune des méthodes, je vais définir les paramètres qui sont autorisés avec les formats de chacun de ces paramètres. Cette sitemap peut être créée de différentes méthodes. Soit on peut la créer intégralement manuellement. On peut la créer manuellement ou vous connaissez la structure exacte et vous pouvez la créer dans le cas où on a une API relativement simple avec très peu de chemins et où on la connaît parfaitement. Sinon, on va pouvoir activer un mode apprentissage où je vais rajouter une brique qu'on appelle de learning au niveau de mon workflow et ensuite je vais passer sur l'application, sur mon API, faire les différents appels qui sont nécessaires et ces logs-là, je vais les exporter directement au sein de la sitemap. Ou sinon, le dernier point, la dernière méthode pour créer cette sitemap va être une méthode automatique qui va être la plus couramment utilisée en ayant la possibilité d'importer un fichier de type Swagger, de type Google Sitemap ou en apportant des logs d'accès de type Apache directement pour la constitution de cette sitemap. En complément de la sitemap ou à la place de la sitemap, on peut également utiliser un schéma JSON. Le schéma JSON va déterminer la structure des appels qui vont être effectués, savoir où se trouvent les paramètres et quels vont être le format exact des paramètres, si c'est une chaîne de caractères, si c'est un entier, est-ce qu'il y a une valeur minimum, maximum, ainsi de suite, les valeurs requises, est-ce que j'ai le droit de définir des propriétés avancées, etc. Donc on va passer maintenant à la partie démonstration. Donc au niveau du produit. Au niveau du produit, donc, le premier point va être, en termes de la démonstration, la partie replay avec la gestion des exceptions, des faux positifs. Donc, à ce niveau-là, je vais avoir une application totalement légitime, à ce niveau-là, où j'ai la possibilité, à partir de l'interface, de réaliser un ping vers une adresse IP ou un nom DNS, et je vais taper 127.0.1.0.1, qui est une adresse IP totalement légitime. À partir de là, je vois une page de blocage, qui est une page qui est renvoyée par le WAF, qui aura bloqué l'attaque pour une raison, on va dire, à l'heure actuelle, inconnue.
En me connectant sur mon interface d'administration, je vais voir donc un log de sécurité qui est généré, où je vois page transversal dans une variable post qui s'appelle page. Si je regarde le log au format brut, je vois que je suis bien sur la page que j'ai fait, je vois bien ma requête sur ma tête 0101 qui est passée, et je vois surligné en rouge un paramètre qui s'appelle page égale page /cmdi/cmdi.php. Ce paramètre-là, dans l'interface, je ne l'avais pas identifié, et je m'aperçois au final que c'est le comportement de l'application qui a été fourni comme ça, et qui a engendré un faux positif. Donc je vois ici que c'est une page totalement légitime, c'est une variable qui est fournie dans mon application par le développement, donc j'ai besoin de l'exclure, et j'ai regardé pourquoi elle a été bloquée. En regardant dans les détails, je vois ici que je match dans une variable de type post, que c'est le paramètre, la variable page, que la valeur de ce paramètre est celui-ci, et que le motif qui a matché est /cmdi.php. Donc à partir de là, j'identifie que c'est bien faux positif, et je vais créer une exception. Avant de créer l'exception, je vais pouvoir faire un replay au niveau de l'alerte, et je vois bien entendu ici que mon log est toujours bloqué, que je n'ai pas créé d'exception. Au niveau de la création d'exception, je peux créer tout simplement en haut, faire Resolve Alert et faire OK, ça va me créer une exception sur ce paramètre-là. Et en faisant un replay, à ce niveau-là, je relance le replay et je vois maintenant que ma requête passe et a été débloquée. On a également la possibilité de dire pour les utilisateurs plus avancés, pour être beaucoup plus fin en termes d'exception, créer une exception de type personnalisé et avoir un assistant qui pré-remplit les champs et après, ce sera à vous de compléter les ajustements que vous souhaitez effectuer. Donc la création d'une exception a été rendue beaucoup plus simple en utilisant ce qu'on appelle un profil d'exception qui est à ce niveau-là où je vais lister l'ensemble des exceptions de mon produit et ensuite un replay qui va permettre de valider simplement le travail que vous avez effectué, savoir est-ce que ça déverrouille bien la requête. Ensuite, le deuxième point de la démonstration va être l'utilisation d'une API et l'utilisation de la partie DevSecOps, automatisation. Donc aujourd'hui, j'ai une API qui fonctionne en REST JSON qui va permettre de chercher dans un catalogue de vins et la possibilité de rajouter des nouvelles entrées. Donc, je vais créer un vin qui s'appelle par exemple Webinar avec différentes données qui sont, on va dire, légitimes. Bon, c'est des données qui sont totalement correctes à ce niveau-là. Je fais enregistrer et là, je m'aperçois que j'ai une erreur au niveau de la création et j'ai un schéma qui est erroné. Et on va me dire pourquoi mon schéma a été erroné à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir rechercher au niveau des logs pourquoi c'est erroné ou tout simplement, derrière, fournir au développeur une API pour qu'il puisse corriger les différents éléments. Cette partie sitemap est définie, cette partie liste blanche est définie à ce niveau-là, où je vais avoir la liste de tous les paramètres, où quand je rajoute un nouveau vin sur une partie post, je vois les appels qui sont effectués, et ici, je fais appel à un schéma. Dans ce schéma, je vais voir donc les différentes définitions qui sont attendues à ce niveau-là, avec les champs requis, et ainsi de suite. Le développeur s'aperçoit qu'il y a une erreur à ce niveau-là, qu'il avait un champ qui était, par exemple, pas obligatoire auparavant, qu'il souhaite rendre obligatoire, et l'administrateur va développer une petite interface, une surcouche à notre produit pour pouvoir avoir accès et uploader directement un fichier sur cette API. Donc, sans avoir à donner de droits spécifiques au développeur sur le WAF en direct. Donc, l'utilisateur, le développeur va se connecter sur l'API avec un couple de mot de passe sur une URL, va ensuite pouvoir récupérer éventuellement la liste des sitemaps qui sont utilisés. Donc, on va dire j'ai celle-ci, uploader un nouveau Swagger, et dans ce Swagger-là, l'utilisateur, le développeur va choisir ce Swagger-là, et ensuite va appliquer la configuration. Donc, l'apply va prendre quelques secondes le temps qu'il soit réalisé, donc le tout sans avoir à se connecter sur l'interface. Et si je me connecte maintenant, j'étais déjà connecté sur l'interface d'administration, et l'administrateur connecté voit au niveau de la GUI de connected user, et je vois mon compte admin avec des droits d'écriture, et je vois l'API, le compte qui est utilisé pour l'API qui est connecté
en même temps que moi et qui fait un travail en parallèle. Et je vois également, donc si je vais regarder au niveau de ma sitemap que j'ai mis à jour, je fais actualiser et je vois donc au niveau des paramètres, ici un champ supplémentaire qui a été renseigné, qui était manquant au préalable, qui me manquait côté application. Et en redéveloppant, donc en remettant les différents champs, en faisant un save, ici on voit que mon vin s'est rajouté correctement, que l'appel a été fait correctement sans avoir de blocage. Donc voilà le côté démonstration. Donc je vais repasser donc maintenant sur la partie présentation. Donc pour attaquer la conclusion et ensuite aborder les différentes questions-réponses qu'il aurait pu avoir durant ce webinaire. Donc pour résumer donc ce webinaire, donc là, on vous a présenté la nouvelle version 6.5, la nouvelle version LTS de nos solutions, avec la possibilité pour l'ensemble de nos clients de migrer vers cette nouvelle plateforme, que ce soit des clients Beware avec la solution S8 ou des clients avec la solution Denial Airweb ou S-Proxy. Tout le monde va pouvoir bénéficier de cette mise à jour avec des scripts de migration qui ont été pensés pour automatiser la migration et la rendre la plus simple possible, la plus transparente pour vous. La maintenance de nos produits a été prolongée de ce fait d'au moins 3 ans au niveau de cette nouvelle version LTS, jusqu'à la prochaine LTS qui arrivera d'ici quelques années, et de nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées au niveau du produit pour tout ce qui est supervision, exploitation, gestion des défauts positifs, sécurité des API, et de nombreuses autres fonctionnalités au niveau du produit, que je vous ai présenté en introduction, et également de nombreuses nouveautés côté ergonomique de l'interface d'administration pour la rendre beaucoup plus intuitive et simple d'utilisation. Juste pour terminer, donc voici, pour aller plus loin, si le produit donc vous intéresse, vous pouvez donc lire notre communiqué express, vous avez le lien suivant, consulter les notes de mise à jour plus détaillées techniques. Vous pouvez également visiter notre site web sur les pages produits, voilà, qui sont notées également ici même. Et enfin, vous pouvez donc télécharger le produit sur notre site Denial, ou sinon sur Marketplace, Amazon. Voilà, vous avez les deux options, donc DYOL ou Pay-as-you-go en fonction de vos besoins. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Nous proposons donc maintenant à ouvrir pour les questions. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons encore 15 minutes devant nous. Donc, nous sommes prêts à prendre vos questions. Alors, la première question que j'ai est: la liste d'exceptions semble détachée de la politique ECX dans une liste globale. Comment savoir à quel workflow ou policy est associée telle ou telle exception? Donc, l'objectif d'une politique d'exception est justement d'être décorrélé de tout moteur, de toute politique ECX ou autre moteur de sécurité comme Blacklist ou autre. De ce fait, un profil d'exception peut être appliqué sur plusieurs applications web et qui disposeraient de plusieurs politiques ECX différentes. C'est l'objectif justement d'avoir des profils plus globaux à utiliser. Néanmoins, l'utilisation de profils d'exception globaux n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien rester avec la configuration des exceptions directement dans un moteur ECX comme vous le connaissez aujourd'hui. Ensuite, la deuxième question que l'on a, concernant la partie réputation IP, Webroot a donc effectué un listing des IP, plages IP peu fiables, comme les services fermes de proxy, souvent utilisés par les utilisateurs malveillants pour masquer leur véritable IP. Donc, Webroot est une société de sécurité qui dispose de sondes dans le monde entier, qui crée une cartographie de l'ensemble des adresses IP au niveau mondial.
Donc, n'importe quel IP en fonction du trafic qui est passé est analysé pour déterminer une réputation. Typiquement, si une adresse IP, on va dire, n'a jamais de trafic, n'est jamais vue par Webroot, elle va avoir une réputation saine parce qu'il n'y a rien d'anormal qui est détecté. Mais dès lors qu'une adresse IP sort sur Internet avec, par exemple, un proxy qui pourrait passer, l'adresse IP liée au proxy va être détectée. Typiquement, si chez vous, vous utilisez par exemple un logiciel malveillant comme Tor, à ce niveau-là, Webroot pourrait éventuellement identifier votre IP comme malveillante et dans une catégorie réseau Tor. Donc, ça ne sera pas forcément votre réel IP qui sera détecté, ça sera l'IP public que vous utilisez pour vous connecter vers un réseau proxy sur Internet. Donc, les mécanismes de détection sont directement faits par Webroot avec une notion de threat intelligence, avec des algorithmes spécifiques pour faire ces détections-là. Et la base Webroot est mise à jour toutes les 5 minutes au niveau mondial. Et vous avez la possibilité, au niveau de nos solutions, de choisir à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour sur nos équipements. Donc, de ce fait, pour garder la confidentialité des données, on ne transmet pas les adresses IP des flux qui arrivent sur l'application web directement à Webroot. On va télécharger une copie locale de la base de données Webroot sur nos solutions et l'analyse se fait en local. Alors, j'ai une question. Quel est l'upgrade page depuis iSuite 5.5? Donc, la montée de version 5.5, alors sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour tout aborder, pour faire l'occasion d'un futur webinaire ou d'un rendez-vous avec votre responsable de compte. La montée de version de 5.5 à 6.5 passera systématiquement par une réinstallation au niveau du système d'exploitation. Et ensuite, on va récupérer la configuration actuelle que vous avez et la réinjecter dans la nouvelle version, avec quelques vérifications de configuration pour voir si tout a bien été migré correctement, et ainsi de suite. Sachez qu'il y aura une série de webinaires en septembre spécifiquement dédiés aux migrations. Donc, nous aurons au moins un webinaire en français et en anglais pour donc les clients concernés qui souhaitent migrer leurs produits vers la nouvelle version 6.5. Voilà, donc toutes les problématiques spécifiques à vos produits seront abordées pendant ce temps-là, donc en septembre. Ensuite, une autre question, est-il possible de déclarer un serveur ICAP de manière centralisée, comme dans le produit AirWeb, ou bien la déclaration des serveurs se fait au niveau de chaque workflow? Donc aujourd'hui, en travaillant avec les systèmes de workflow, l'analyse au niveau antiviral connecté avec ICAP se fait au sein du workflow. Cependant, vous pouvez l'appliquer de manière globale en mettant en tête de votre workflow, tout l'ensemble de vos applications, ce qu'on appelle un sous-workflow, qui est une template qui pourrait être dédiée pour l'analyse ICAP et avoir un paramètre global. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les remonter sur le chat, à savoir que si nous n'avons pas répondu à l'ensemble des questions, on reviendra vers vous par écrit avec les réponses à ces questions. Je vous laisse encore une minute pour des questions, s'il y en a. Alors, une autre question qui vient d'arriver, êtes-vous sur le marketplace d'Azure? Donc, nos solutions de web sont disponibles sous format appliance et machine virtuelle en mode on-premise. Et on est également disponible chez Microsoft Azure dans le marketplace et dans le marketplace également de Amazon. C'est juste la toute dernière version n'est pas encore mise à jour sur Azure. C'est pour ça que vous avez les liens vers Amazon, mais ça sera fait d'ici une semaine ou deux. Voilà. Dans le cadre de la mise en place de l'authentification des administrateurs, est-il possible de mettre en place de l'authentification forte et supprimer l'authentification par mot de passe? Donc, au niveau de la solution pour l'authentification des administrateurs, on a 3 modes d'authentification. Soit on va se baser par un couple login mot de passe sur une page interne, soit s'authentifier sur un serveur de type LDAP Active Directory, ou réaliser une authentification en se basant sur un serveur Radius. Dans le cas où vous souhaitez réaliser de l'authentification forte, on va passer par un connecteur Radius
pour pouvoir générer les codes OTP. Donc l'utilisateur renseignera son login et ensuite le mot de passe associé au serveur Radius. Et typiquement, on va pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, s'interfacer par exemple avec les systèmes de Google Authenticator en se basant sur un connecteur Radius. Merci beaucoup pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer par mail si vous en avez d'autres. Mais sur ça, nous allons conclure ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons vous avoir la prochaine fois, probablement en septembre, pour les migrations si cela vous concerne. Merci beaucoup et merci Maxime. Merci, au revoir et bonne journée.